Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, consacré, en temps normal du moins, à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Suite d'une programmation un petit peu exceptionnelle avant de retrouver des émissions plus habituelles, l'émission d'aujourd'hui est diffusée grâce à Alexandre Jublin, qui anime l'excellent podcast Le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, consacré à l'histoire militaire et aux questions de défense, que je vous recommande très vivement d'écouter. Et on a fait ensemble un épisode crossover entre nos deux podcasts, un petit peu comme on l'avait fait avec Chemin d'Histoire et Luc Dérault. Un épisode qui s'inscrit dans les émissions quotidiennes du Collimateur qui, depuis le bunker entre guillemets du confinement, conseille chaque jour des films, des livres ou des séries qui ont trait à la guerre ou aux questions de défense. Et donc, avec Alexandre, on a discuté ensemble d'un film de 1990, À la poursuite d'Octobre Rouge, un film de sous-marin, tout à fait approprié évidemment, en période de confinement. Un film d'histoire d'une certaine façon, puisqu'il s'agit de la guerre froide représentée à l'écran, avec sa célèbre musique par Basile Polidoris. La version que vous entendez n'est pas celle du film, pour des questions de droit, mais celle de la chorale universitaire de Clermont-Ferrand, dirigée par Mathieu Bourlon. Une émission que vous retrouvez donc sur Parole d'Histoire et sur le Collimateur. Vous retrouvez toutes les informations sur le podcast sur le site paroledhistoire.fr, également sur les réseaux sociaux, @paroledist, et sur Facebook, Instagram ou encore YouTube. Bon courage à toutes et tous dans cette période très compliquée, et à bientôt pour de nouveaux épisodes. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour cette nouvelle journée dans le bunker, j'ai le plaisir d'avoir au bout du fil André Loez pour une nouvelle recommandation de films ou de séries touchant aux faits militaires, afin de passer autant que possible doucement et productivement cette période des confinements, qu'on vous exhorte bien sûr à respecter rigoureusement. Bonjour André. Bonjour. Alors, pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes historien, professeur en classe préparatoire et spécialiste notamment de la Première Guerre mondiale. Alors, c'est pourtant vers une autre guerre que vous dirigez nos regards, André, un peu plus proche de nous et en même temps très loin, puisque vous voulez nous parler d'un film de sous-marin qui se situe en pleine guerre froide. C'est le légendaire À la poursuite d'Octobre Rouge de 1990 de John McTiernan, le réalisateur notamment de Piège de cristal et de Predator, j'ai un petit faible toujours pour Predator, basé sur un livre de Tom Clancy avec Alec Baldwin et surtout un très grand Sean Connery en commandant de sous-marin soviétique qui reprend quand même assez vite un accent écossais dont on reparlera peut-être, mais je signale au passage qu'il est disponible sur les sites de VOD, de Canal+, et de TF1, aussi et surtout sur l'excellente plateforme la Cinétech dont on a déjà parlé. Alors, je vais simplement dire que c'est évidemment un très grand classique, qui est devenu assez culte dans les milieux de défense, avec au passage une bande-son splendide, mais, et c'est aussi le propos de ce format dans le bunker, c'est aussi un film qu'on a souvent vu un jour à la télé, qu'on a peut-être un peu oublié, et votre propos est donc qu'il est sinon urgent, du moins extrêmement bénéfique, de le revoir attentivement, André. Oui, alors c'est un film, moi, que j'adore, que j'ai adoré à sa sortie en 1990. Un moment d'ailleurs paradoxal, puisque c'est un film de guerre froide qui sort au moment où la guerre froide est tout juste en train de se terminer. C'est peut-être d'ailleurs que ça explique pourquoi il n'a pas le statut de classique de film de guerre froide, mais en revanche, c'est un classique de film de sous-marin. Alors peut-être un mot de l'intrigue. Effectivement, le personnage principal joué par Sean Connery, c'est Marco Rémius. Marco Rémius, un commandant de sous-marin de légende en URSS, et c'est lui qui est chargé de tester tous les nouveaux sous-marins, et en l'occurrence un nouveau sous-marin, Octobre Rouge, sous-marin soviétique, qui est doté d'un système de propulsion hydrodynamique totalement silencieux et indétectable, et du coup qui en fait une arme extraordinaire dans le conflit que se livrent encore les États-Unis et l'URSS dans ces années 80, au moment où le film se situe. Ouais, on va dire que c'est un très grand film de guerre froide aussi, mais et c'est là que l'intrigue avec les sous-marins est intéressante, c'est que c'est vraiment ce côté, on essaye de deviner ce que fait l'adversaire, on essaye de deviner les modèles de l'adversaire, et c'est vraiment toute la première partie du film, c'est vraiment une sorte de truc en double aveugle, quoi. C'est-à-dire on essaye de deviner ce que peut bien être ce sous-marin, à quoi il peut bien ressembler, où il peut bien aller, ce qui en fait est pour le coup une constante de la guerre sous-marine qui existe encore jusqu'à aujourd'hui.
Oui, c'est-à-dire que c'est à la fois un film de guerre froide, un film de guerre conventionnel avec des scènes, on y reviendra sans doute, d'hélicoptères, des scènes d'action, etc. Un film d'espionnage, très clairement dans sa première partie, notamment avec un personnage, alors on a un peu anticipé sur le reste de l'intrigue, mais un personnage qui s'appelle Skip Tyler, qui est un spécialiste des sous-marins, et l'agent Jack Ryan, joué par Alec Baldwin, qui a le premier l'intuition de ce qui peut être en train de se passer, lui présente des photos de ce sous-marin, et donc il reconnaît très vite qu'il y a des portes inhabituelles sur ce type de modèle, des photos clandestines prises par des espions, et donc on commence à réfléchir à qu'est-ce qui peut être en train de se passer, quel est le modèle, en quoi est-ce que les soviétiques ont peut-être pris une longueur d'avance dans cette guerre clandestine. Alors l'intrigue du film, peut-être juste pour clarifier pour ceux et celles qui ne l'auraient pas vu, ça repose quand même sur ce passage à l'ouest de Marco Remus. Il est chargé de mener ce nouveau sous-marin indétectable, mais il a décidé de passer à l'ouest, et du coup toute la flotte rouge est chargée de le couler pour empêcher ce sous-marin ultra moderne et précieux d'être aux mains des Américains, et la flotte américaine aussi, parce qu'on pense que lui, il va tirer ses missiles sur les États-Unis. Il y en a un seul qui a compris ce qui va se passer, c'est Jack Ryan, un analyste de la CIA qui a compris qu'il cherchait à passer à l'ouest et qui va tout faire pour le contacter. Well, sir, I was just thinking that perhaps there's another possibility we might consider. Ramius might be trying to defect. Do you mean to suggest that this man has come... Mr. Ryan. Ouais, Jack Ryan, qui est par ailleurs ce fil rouge de Tom Clancy, qui apparaît dans beaucoup de romans de Tom Clancy. On en a fait des séries depuis, mais c'est ce qui permet aussi de donner la cohérence, disons, et l'insertion de tout ça, parce qu'évidemment le livre est sorti nettement avant le film, mais du coup ça entre, disons, dans un parcours avec un héros qui est le fil conducteur disons, des États-Unis au sein de cette guerre froide. Oui, au sein de la guerre froide et au-delà, puisque le personnage de Jack Ryan, il a été repris ensuite au cinéma par Ben Affleck, par Harrison Ford. Le dernier en date, c'est Chris Pine, qui a joué dans, je crois que c'est l'initiative Ryan, il me semble. C'est un film d'espionnage toujours, qui se passe dans la Russie actuelle, et c'est la cybercriminalité et la criminalité financière de la Russie de Poutine qui a mis en scène. Autrement dit, c'est un personnage très malléable, qui s'adapte aux différentes formes de menaces. Et là, on est encore à l'époque du premier Ryan, c'est-à-dire ce personnage du temps de la guerre froide. Ouais, alors simplement pour entrer dans le détail, il y a beaucoup de scènes qui sont devenues complètement cultes, enfin, si vous revoyez le film, vous les retrouverez très rapidement. La scène de l'hymne soviétique au début, enfin les scènes de Sean Connery dans le carré, mais simplement on peut dire que en fait les films de sous-marins, ça de par la claustration, ça permet aux très grands acteurs de donner toute leur ampleur, et c'est vraiment un très très grand, pas morceau de bravoure, mais c'est une très très grande performance de Sean Connery dans ce rôle de capitaine de sous-marin soviétique. Oui, c'est une grande performance qui débute avec le visage impassible de Sean Connery dans la baie de Mourmansk au moment où le sous-marin doit partir, et il prononce quelques répliques en russe, et le film passe assez subtilement du russe à l'anglais, même si... Juste ça, on peut dire, c'est un très très bel artifice scénaristique. Tout le début est en russe, donc on se dit qu'on va galérer un peu, enfin que ça va pas être évident, et c'est au moment d'une scène dans le carré, ça passe directement en anglais, et ça passe autour d'un mot pivot qui est le mot Armageddon, Apocalypse, parce qu'il se prononce, parce que c'est le même en russe et en anglais, et c'est comme ça le film rebascule instantanément à l'anglais, et qu'on va arriver dans on passe les 3/4 du temps dans un sous-marin soviétique, mais en parlant anglais, avec notamment un accent écossais. Все иду как тац, блажен, бодрствующий и хранящий одежду свою. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. And the seventh angel poured forth his bowl into the air, and a voice cried out from heaven, saying, "It is done." En parlant anglais, jusqu'au moment où les sous-mariniers soviétiques rencontrent les sous-mariniers américains qui vont faciliter leur passage à l'ouest, et à ce moment-là, on rebascule en russe aussi. Donc, d'ailleurs, le film joue beaucoup sur les difficultés de communication et de compréhension, et c'est en ça, d'ailleurs, que c'est, à mon avis, un grand film de guerre froide, parce que on sait, depuis la crise de Cuba en particulier, que communiquer clairement ses intentions entre l'Est et l'Ouest, c'est pas simple. Et donc là, il y a à la fois la question de la langue, le russe et l'anglais, il y a la question des codes, de quelle façon faire comprendre à l'adversaire ses intentions lorsque les deux sous-marins sont face à face, le sous-marin américain dans lequel se trouve Jack Ryan et Octobre Rouge dirigé par Sean Connery, Marco Remus, eh bien, de quelle façon faire comprendre qu'on ne cherche pas à le couler, qu'on cherche à passer à l'ouest, qu'on a des intentions pacifiques. Et là, c'est l'utilisation du sonar qui va permettre de faire passer un message codé avant d'arriver en surface, et là d'utiliser le morse. Donc on a vraiment tout ce jeu sur les difficultés, les ambiguïtés de la communication en temps de guerre froide qui me semble très très parlant.
Re-verify our range to target. One ping only. Ouais, on peut ajouter enfin que c'est aussi un assez grand film sur, sur les doctrines de dissuasion nucléaire, puisque c'est ce sous-marin, précisément du fait de son invisibilité. Il y a toute une partie de l'intrigue qui pivote autour du fait que c'est un sous-marin, c'est une arme de première frappe. C'est une arme pour l'annihilation instantanée de l'adversaire, et que c'est pas donc une arme c'est quelque chose en fait qui vient rompre la dissuasion habituelle, et c'est aussi autour de ça que l'intrigue et que la terreur disons de l'apocalypse nucléaire arrive. Oui, ça arrive autour de ça, et puis ça arrive aussi autour d'une chose plus banale, qui est qu'au moment de la grande chasse à ce sous-marin, donc encore une fois qui a quitté l'URSS, qui se dirige vers l'ouest, tout le monde le cherche, les sous-marins soviétiques sont chargés de le couler, la flotte américaine est chargée de le couler, et du coup la flotte américaine et la flotte soviétique se retrouvent au milieu de l'Atlantique Nord, face dans une proximité de plus en plus grande, et là il y a un risque de guerre manifeste qui n'est pas sans rappeler ce qui s'est passé au moment, encore une fois, du blocus de Cuba en octobre 1962, lorsque des navires, des sous-marins, des avions sont aussi proches les uns des autres. Une erreur est vite arrivée, et il y a d'ailleurs une scène d'accident qui est très marquante. C'est pas un film d'action principalement, mais il y a une scène d'accident sur le pont d'un porte-avions qui est très très marquante, avec l'amiral chargé des opérations américaines qui dit "This business will get out of control". En gros, on va pas réussir à gérer cette proximité des flottes et cette proximité militaire, et la guerre risque d'être déclenchée par accident. This business will get out of control. It'll get out of control and we'll be lucky to live through it. Alors, dernière chose, peut-être, comment est-ce qu'on peut, disons, quelle place est-ce qu'on peut donner à Octobre Rouge dans, disons, ce grand genre un peu méconnu, mais quand même très classique et très important, que sont les films de sous-marins. Je pense évidemment à USS Alabama, Crimson Tide, ou Das Boot, voilà, il y a évidemment toute une filmographie. Alors, il me semble que, à la différence d'autres films, il joue un petit peu moins sur la claustration et l'enfermement, et en revanche beaucoup sur ce qui est vraiment l'un des cœurs de métier des sous-mariniers militaires, c'est-à-dire le rapport au son et à la détection. Un des personnages secondaires, mais pourtant clés, c'est l'officier Jones, qui est l'officier sonar du sous-marin Dallas américain, et qui est très attentif au son, qui est le premier à comprendre que certains sons ne sont pas des sons naturels, mais peut-être les sons d'un nouveau sous-marin soviétique. Sir, the moment that sub went silent and I thought I heard some singing, I heard something in the background, real faint. And then, after all those subs took off, I caught it again, and I managed to get it on tape. I washed it through the computer a few times, and I was able to isolate this sound. Sir, I'm sorry. Listen to it at 10 times speed. Now that's gotta be man-made, Captain. Il est capable de détecter à l'oreille quel est le bruit d'une torpille américaine, le bruit d'une torpille soviétique. Donc ce travail sur le son et la manière dont il est redoublé par la virtuosité de mise en scène de McTiernan, parce que vous l'avez dit au début, c'est Piège de cristal, et donc c'est une maîtrise de l'espace et des objets dans l'espace, et les scènes où les sous-marins se frôlent sont absolument éblouissantes. Ce travail-là me semble très très intéressant, et je ne sais pas s'il est réaliste sur ce que vivent les sous-mariniers militaires, mais en tout cas il fait beaucoup réfléchir. Très bien, merci beaucoup André Loès. Donc vous aurez compris, on vous recommande très fortement soit de voir, soit de revoir, soit au moins d'écouter la magnifique bande-son de À la poursuite d'Octobre Rouge, donc film de John McTiernan de 1990. Je rappelle à tous les auditeurs qu'ils peuvent vous écouter sur le podcast Parole d'Histoire, et à demain tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist, et à bientôt pour un prochain épisode.